Pour commencer, moi, je suis Vincent Constant, donc je suis ingénieur en énergie de formation. J'ai fait un parcours généraliste en énergie et environnement. J'ai démarré ma carrière dans une entreprise qui s'appelle Citron, où je faisais de la performance énergétique. J'étais ingénieur conseil. Euh, et puis au terme de ça, j'ai eu envie de partager mes connaissances. J'avais l'occasion de manager des ingénieurs, et puis je me suis rendu compte qu'il manquait un petit peu de compétences opérationnelles en sortie d'école, et on a voulu vraiment créer une formation avec des personnes spécialisées dans le secteur de l'énergie qui répondent exactement à ce besoin-là de spécialisation des ingénieurs. Donc on a créé l'ENOV. Aujourd'hui, on a plusieurs activités et j'en parlais après. Et du coup, je suis avec Manon et Romain. Manon, est-ce que tu veux peut-être te présenter? Oui, du coup, on reviendra un peu plus, après sur mon parcours, mais donc, je m'appelle, Manon. J'ai fait le master en transition énergétique de l'ENOV, il y a à peu près maintenant, plus d'un an, donc, sur l'année 2024-2025. Donc je l'ai fait en alternance, dans une boîte de conseil en efficacité énergétique. Donc j'étais energy manager, pendant cette période, d'alternance, et je suis toujours energy manager et je travaille maintenant pour, une collectivité, le département de la Seine-Saint-Denis. Ok, merci. Et toi, Romain? Donc, Romain Guénon, 27 ans, donc je suis diplômé aussi d'une école d'ingénieur, donc l'EPF, donc un diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialisation en énergie et environnement. Et donc, j'ai travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur efficacité énergétique. Et après une pause professionnelle, donc j'ai repris les études donc avec ce master de l'ENOV pendant un an. Et donc, je fais mon alternance au sein du groupe Clariane, qui est un groupe dans la santé privée, et en tant qu'energy manager. Voilà. Ok. Bah, on reviendra effectivement sur vos parcours par la suite. Alors, le déroulé de ce webinaire. Ben, d'abord, on va parler un petit peu de l'Énov et de ce qu'on propose. On parlera de la filière énergie et des différents métiers pour les expliquer. Puis, on rentrera dans le détail de vos parcours. Et ensuite, on discutera autour de trois sujets qu'on a sélectionnés pour vous, qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc, on pense que ça va vous intéresser. Et puis, on terminera avec la présentation justement du master pour détailler voilà, comment on propose, comment on vous forme sur cette partie et comment surtout on s'assure que vous êtes bien inséré professionnellement. Avant de poursuivre, je vais vous inviter, si vous avez des questions à poser, à les poser dans l'onglet qui est dédié à ça. C'est un onglet qui s'appelle Q&R, que vous devez voir en bas à droite de votre écran, ou en bas à gauche peut-être, je ne suis pas toujours familier avec l'interface. Il y a aussi un onglet chat, mais si vous souhaitez parler dans cet onglet chat, c'est plutôt pour parler entre vous. Nous, on répondra, on traitera les questions, les éventuelles questions, uniquement dans la partie Q&R. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer avec une présentation de l'école. Alors, l'ENOV, ça porte son nom pour École nouvelle pour la maîtrise de l'énergie, organisme de formation, parce qu'on ne fait pas uniquement de l'enseignement supérieur, on forme aussi les professionnels, je vais y venir, créé uniquement par des professionnels en poste, dans l'objectif de former les professionnels de demain. Notre spécialité, c'est qu'on est issu uniquement du monde professionnel, comme je viens de le dire. Donc, tous nos intervenants sont professionnels et on sélectionne ceux qui ont envie de partager leur expertise. Et surtout, on crée des programmes qui sont vraiment besoin et en corrélation, on va dire, avec le besoin des entreprises. C'est comme ça qu'on a créé ce fameux master et aussi nos programmes de formation professionnelle. Alors voilà, deux activités. On forme les professionnels en poste. Alors, soit les personnes désireuses de monter en compétences qui partent, à dire plutôt du niveau débutant, et ça peut aller jusqu'au niveau expert avec des ingénieurs en poste depuis plusieurs années qui souhaitent acquérir une nouvelle compétence complémentaire pour avoir de nouveaux exercices dans leur métier. Enfin, de nouvelles activités plutôt. Et puis il y a le master en transition énergétique digitale des bâtiments, accessible à partir d'un bac plus 4 ou bac plus 5, enfin à partir d'un bac plus 4. On en parlera tout à l'heure, mais vraiment cette fois spécialisé, beaucoup plus long, 500 heures de formation. Pas du tout la même chose que les formations plus courtes. Voilà. Alors, l'ENOV, on est bien évidemment une école reconnue. On a une certification de qualité qui atteste notre process. On a déposé notre titre, c'est-à-dire tout le condensé de toutes les compétences et les activités qu'on fait dans notre métier. On l'a déposé auprès de l'organisme France Compétences.
et on est aussi partenaire de la Fédération des services en énergie et environnement, qui est une branche c'est plutôt un syndicat d'entreprise qui regroupe plusieurs dizaines de milliers d'employés et qui soutient les NOV. Donc, on a une convention de partenariat où on est obligé de mettre en qualité, on va dire, le contenu de nos programmes, et parallèlement, eux doivent diffuser le CV de nos apprenants au sein du réseau en vue de recruter les personnes qui postulent. Puis la dernière chose qui est importante dans notre ADN, c'est notre proximité avec les boîtes. Donc on a environ une vingtaine d'entreprises privilégiées qui recrutent nos alternants, sachant que ça, c'est le cercle proche. Prendre un cercle beaucoup plus élargi où voilà, les entreprises, selon leurs besoins, peuvent rentrer en contact avec nous pour recruter les alternants. Au niveau des pros, voilà, le master il est dirigé principalement par 3 personnes, et puis on a un pool d'environ une trentaine de personnes qui ont des compétences, on va dire, qui se complètent, que ce soit plutôt généraliste avec des compétences douces comme des coachs professionnels, ou alors des compétences vraiment spécialisées dans l'énergie ou dans le digital, dans le bâtiment. Voilà, comme dans un master pro, on a vraiment besoin d'avoir des intervenants pour avoir vraiment de la compétence et pas quelque chose d'académique. On veut quelque chose vraiment d'applicable directement sur le terrain. Voilà. Donc, si on rentre dans le constat sur la filière énergie, d'abord, on va faire peut-être un petit peu de pédagogie autour de ce que c'est que la transition énergétique. C'est quand même important. On pourrait le distinguer en trois grands axes différents. Premier, ce serait la production d'énergie. Production d'énergie, donc là, on vient toucher au secteur de la production d'énergie renouvelable, les grands secteurs type production nucléaire. Une fois qu'on a extrait, transformé cette énergie pour la mettre dans le réseau, du coup, il faut justement la distribuer, la cheminer jusqu'au point de livraison. Donc ça, c'est encore un autre métier, c'est le second pan. Et puis la troisième partie, c'est vraiment la consommation. Donc là, c'est vraiment là-dessus qu'on vient axer tout notre travail. C'est comment consommer moins, consommer mieux. Ce sont des notions un peu différentes. Surtout, comment utiliser nos usages énergétiques le plus efficacement possible pour émettre le moins de carbone dans notre activité. Voilà. Et vous avez vu qu'il y a un petit logo Enov aussi en bas à gauche, simplement parce que, effectivement, dans l'efficacité énergétique d'un bâtiment, on parle aussi de production d'énergie quand il s'agit d'énergie intégrée au bâti, comme par exemple du photovoltaïque ou de la géothermie, ou alors d'autres types d'énergie. Voilà. Mais principalement consommation. Alors, il faut comprendre que la transition énergétique, elle a vraiment de multiples facettes. Nous, aujourd'hui, on se positionne à la frontière entre transition énergétique d'un côté, qui est portée par la réglementation énormément. On a beaucoup de chance en France, pas qu'en France, plutôt on va dire dans l'Union européenne, puisqu'on nous force à réduire nos consommations, enfin plutôt on force les entreprises à réduire leur consommation d'énergie. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la transition digitale, qui est plutôt une obligation de moyens. Encore une fois, un décret qui pousse ça. On est obligé d'apporter de l'intelligence au bâtiment, et c'est bien parce que, en tant qu'ancien ingénieur en efficacité énergétique, j'ai pu personnellement me rendre compte qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont totalement mal réglés et qui, simplement, dont les paramètres ne sont pas adaptés en fait à la fréquentation, ni aux zones de confort. Donc, beaucoup de choses à faire et facilement 15-20% d'économies à les faire. Alors, encore une fois, c'est une approximation. Mais 15-20% à aller chercher sur ces bâtiments-là. Donc, transition énergétique et transition digitale, ce sont deux choses qui vont ensemble, surtout des compétences qui sont nécessaires et rares sur le secteur sur le marché du travail, pour pouvoir exercer. Donc, on cherche vraiment les personnes qui pourraient avoir ces deux compétences-là. Alors, nous, on a calculé qu'on a à peu près 17 000 nouveaux postes qui vont être créés. Alors, le chiffre, c'était entre 2025 et 2030. Pourquoi ? Parce que demande croissante en prestations de services en efficacité énergétique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans le monde de l'énergie. Jusqu'à présent, on avait plutôt des obligations de moyens, c'est-à-dire qu'on réalisait des audits, on essayait globalement de commencer à peine à mettre la main à la pâte en termes de performance énergétique. Et puis, de plus en plus, les entreprises sont de plus en plus exigeantes, cherchent vraiment à devenir plus performantes, plus neutres. Et donc, ça demande du coup plus de compétences et plus de personnes nécessairement qui sont employées. On va en parler après avec Romain et Manon. Et donc, effectivement, la FEDEN, dont on parlait tout à l'heure, qui est la Fédération des services en énergie et environnement, annonce une multiplication par 2 de la filière énergie d'ici 2030, toujours sur une base de 2025. Pour être totalement transparent. Alors, voilà, quels sont les métiers ? On dit qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers. Nous, c'est vraiment ceux-là qu'on va adresser. Alors, il faut comprendre que la filière, elle est quand même encore assez jeune. C'est-à-dire que ça fait
on va dire, 5-10 ans que ces métiers ils existent, ils se démocratisent. Donc, ils n'ont pas toujours le même intitulé dans les différentes entreprises. On pourrait commencer par le métier d'énergie manager. Je crois que c'est ce que tu fais, toi, Manon. Est-ce que tu es plutôt énergie manager? Est-ce que tu es plutôt responsable énergie? Est-ce que ça se ressemble? C'est globalement. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Moi, en fait, je pense que c'est un peu un mixte des deux. Enfin, l'intitulé exact de mon poste, c'est Energy Manager, mais ce que je fais pour l'instant, c'est plus responsable énergie ou enfin dans le but là, c'est aujourd'hui dans mon travail, c'est de faire remonter toutes les données et ensuite pouvoir faire des économies financières. Et à terme, quand il y aura toutes les données qui remonteront, ce sera vraiment plus l'aspect énergie manager et pouvoir optimiser réellement les consommations d'énergie et donc du coup faire des réductions. Ouais, finalement, ce sont Donc, des métiers qui se comme ça. ressemblent un peu. Et je crois que Romain, toi, c'est un peu pareil. Tu vas nous en parler après. Mais effectivement, ça se ressemble un Ouais. peu. Oui, du coup, j'ai plus un poste d'énergie manager au sein de Clariane, mais effectivement, c'est un peu des dénominations où on retrouve à peu près les mêmes tâches. C'est ça. Et globalement, on peut dire souvent que l'énergie manager, il est plutôt externalisé, c'est-à-dire qu'il travaille plutôt pour un cabinet de conseil qui va travailler pour d'autres organisations. Là où le responsable énergie, habituellement, il est plutôt travailler au sein d'une organisation qui a un grand patrimoine en vue de réduire les consommations. Mais les deux ont le même objectif, c'est qu'ils cherchent à réduire les consommations par tous les moyens, que ce soit par un meilleur pilotage, la rénovation globale, parfois aussi la renégociation de certains contrats. C'est un métier qui va mélanger l'analyse, aussi pas mal de communication pour convaincre, un petit peu d'aspect forcément on va dire, voilà, relationnel slash commercial, je pèse mes mots, hein, pas forcément commercial, mais au contact en tout cas de l'humain et au milieu d'un grand écosystème pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on propose soit mis en place au sein des organisations. Et c'est ça qui est important parce que ce sont des métiers qui ont pour vocation d'être à impact. Donc finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est que ce qu'on propose soit définitivement mis en place. Et parallèlement, les deux autres métiers dont on n'a pas parlé, qui mènent aussi, qui sont au cœur là, de cette révolution dans le monde de l'énergie, c'est le chef de projet Smart Building. Lui, il va avoir pour mission de sélectionner des technologies et de les dimensionner, on va dire de l'automatisme et de la digitalisation dans les bâtiments afin d'améliorer améliorer l'exploitation et l'expérience, on va dire, des utilisateurs et des usagers dans le bâtiment. C'est un métier qui est complexe et qui est vraiment énormément porteur de par l'évolution des exigences réglementaires et le fait que voilà, les nouveaux bâtiments ont tous tendance à s'équiper de systèmes digitaux. Donc forcément, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'avenir. Bon, Energy Manager aussi, bien entendu. Mais voilà, c'est un super métier. Puis enfin, le dernier, donc le chargé d'affaires, il a plutôt une dimension commerciale, là où il va proposer une offre technique et commerciale, le plus adapté finalement aux besoins de son client. Donc c'est un métier à double compétence commerciale et technique. Voilà. Et puis ces métiers-là, où est-ce qu'on peut les exercer? Alors ça va rejoindre un peu ce qu'on se disait juste avant. On peut les exercer soit dans des cabinets de conseil en efficacité énergétique. Alors là, j'ai pris vraiment les logos sont à titre indicatif. Je fais un coucou à nos partenaires Albéo Sage et Socotec, sachant qu'il y en a d'autres. L'idée dans un cabinet de conseil, c'est qu'on travaille pour des entreprises ou pour des organisations qui ont des besoins en termes de réduction de consommation. Donc, ils vont simplement nous rémunérer pour que derrière, on propose de l'accompagnement pour réduire ces consommations-là. Donc ça, c'est les métiers plutôt d'énergie manager. Ensuite, on peut aller travailler chez ce qu'on appelle les exploitants. Donc là où je pense que vous les connaissez peut-être, Engie, IDEX, sont généralement des grosses entreprises qui vont aller réaliser des travaux, qui vont aller exploiter les installations de production de chaleur ou de production de froid. C'est eux qui vont gérer les chaufferies dans vos bâtiments, c'est eux qui vont vous proposer de nouvelles solutions pour réduire vos consommations. Donc là, un job un petit peu différent, mais voilà, ça fait partie des grandes entreprises qui recrutent. On pourrait nommer aussi Dalkia ou alors d'autres acteurs qui sont plutôt généralement des très gros bateaux. Et puis enfin, le dernier, et c'est marrant parce que du coup, tous les deux, vous travaillez plutôt dans ce troisième registre, c'est les organisations avec un grand parc immobilier comme les collectivités, les foncières, mais aussi, il faudrait nommer les grandes entreprises. Ici, on nomme l'ACTE, qui est l'action pour les collectivités territoriales
des collectivités pour l'efficacité énergétique. Et donc là, plutôt collectivité, et on nomme aussi l'AGIL, qui est l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État. Deux actions similaires, mais pour des bâtiments qui sont différents. Donc là, on parle de bâtiments publics. Et bien évidemment, ça peut être des grandes foncières, ou ça peut être des organisations comme les vôtres qui ont besoin de réduire leur consommation d'énergie, et du coup qui recrutent des personnes qui sont dédiées qu'à ça, donc à réduire les consommations et les coûts énergétiques par tous les moyens. Voilà. Voilà, donc je pense que maintenant vous comprenez un peu mieux le contexte dans lequel on se situe. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive jusqu'à ces métiers. Et je vous propose tout de suite de démarrer. Si Romain, tu peux nous raconter voilà, ton parcours et ce qui a fait que tu as choisi en 2026 de te spécialiser, et là où tu en es. Voilà. Oui, ça marche. Donc, comme marqué sur l'écran, donc j'ai réalisé. Je crois qu'on t'a perdu, Romain. Ah oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un C'est petit bon, problème on de. t'entend. Oui. Ok. Alors, comme je disais, comme marqué sur l'écran, donc j'ai commencé mon école d'ingénieur en 2017. Donc, c'est une école généraliste car je ne savais pas trop encore dans quel secteur m'orienter. Et donc, à l'issue de la troisième année, donc pour la quatrième année, je me suis spécialisé en énergie et environnement jusqu'à l'obtention de mon diplôme en 2022, qui a découlé sur un projet de fin d'études chez Total Energy. Donc, de 2022, enfin fin 2021 à 2023, j'ai travaillé donc en tant qu'ingénieur efficacité énergétique chez Total Energy. Et donc, vient le moment où j'ai eu une petite période de creux dans ma carrière, où je suis arrivé à un moment où j'ai eu besoin de prendre du recul sur ce que j'avais fait, sur ce que je voulais faire. Et donc, durant cette période, j'ai un peu creusé sur les compétences que j'avais et que je voulais. Et suite à différents entretiens qui n'ont pas été concluants de mon côté, je sentais qu'il y avait un décalage. Et donc, je me suis tourné sur la formation. Et donc, j'ai pris contact avec l'ENOV dans un but voilà, de retrouver cette dynamique, de voir un corps enseignant, des intervenants, des professionnels, justement pour avoir cette vision plus fine sur les enjeux de la transition énergétique. Et donc, depuis ce début d'année, j'ai intégré le groupe Clariane, où là, je vais être Energy Manager à l'échelle européenne. Donc, le groupe se situe sur 6 pays en Europe. Et donc, l'enjeu est de gérer et piloter un gros volume d'établissements. Donc, ce sont des EHPAD et des cliniques. Et donc, le groupe est plutôt porteur sur les projets énergétiques, très en avance sur la gestion des différents décrets et lois. Et voilà, très dynamique comme entreprise sur ce sujet-là. Ok. Merci Romain. Et toi, tu travaillais chez Total Energy. Pourquoi du coup pas avoir forcément continué là-bas, et qu'est-ce qui a fait que c'est à ce moment-là particulier que de ta carrière que tu as choisi de faire un master spécialisé? Alors, chez Total Energy, donc, c'est un environnement du coup industriel qui était très formateur, mais j'ai monté en compétences, on va dire, de façon autodidacte. Et voilà, les débouchés, les opportunités étaient très tournés industriels, très tournés sur de l'ingénierie de procédés, ce qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, j'ai décidé de ne pas continuer ma carrière dans cette branche. Et pour diverses raisons, j'ai dû aussi faire une petite pause professionnelle. Et donc voilà, donc,
un certain temps est passé, donc je ressentais, ce besoin, on va dire, de retrouver une structure, un cadre, mais aussi, voilà, le besoin de développer mon réseau, de voir des intervenants, de vraiment, monter en compétences de façon, cadrée, Mmh. et c'est ce que le master de l'ENEV, proposait, et donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir ces 2 dimensions, donc d'une part académique et d'une autre part, bah, le côté professionnalisant avec, le format de l'alternance. Donc heu, donc OK. voilà pourquoi, j'ai voulu vraiment affiner et avoir, vraiment gagné en profondeur sur, les enjeux de de la transition énergétique et de l'environnement en plus global, ce que je n'avais pas forcément eu, ou alors j'étais pas assez mature sur les sujets au moment de mon école d'ingénieur. Donc voilà, c'est ce que m'apporte, l'ENOV aujourd'hui. OK. Bon, bah, merci pour nous avoir partagé ça. Je vous propose aussi de découvrir le parcours de Manon. Un parcours, qui peut finalement un petit peu se comparer, pas la même, parce qu'on voit risque industriel, donc ça peut un petit peu se comparer. Tu peux nous raconter, voilà, ton parcours, Manon? Ouais, donc ce que j'allais dire en fait avec Romain, bah, là je me rends compte qu'on a un parcours quand même très similaire. Donc bah, moi après mon bac, je me suis orientée vers, une école, d'ingénieur généraliste, donc l'INSA à Rouen, où j'ai fait, 2 ans prépa intégrée. Puis après, je me suis dirigée vers, une spécialité, maîtrise des risques industriels et environnementaux, un peu, par défaut. Enfin je savais pas trop ce que je voulais faire, donc bon, j'ai décidé de me tourner vers cette spécialité. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que, l'industrie, ça me tentait pas du tout, que l'évaluation de risque ou tout ce qui était hygiène, sécurité et environnement, en fait, je me voyais pas du tout travailler dans ce type de secteur. Donc c'est pour ça que, pour mon stage, d'ingénieur, donc de fin d'études, je me suis orientée vers, enfin, je voulais trouver quelque chose dans les énergies renouvelables parce que ça faisait sens, c'était en accord avec mes valeurs. Je voulais faire quelque chose qui restait quand même technique, mais qui, on va dire, allait avoir un impact plutôt positif, sur, du coup, l'environnement, en tout cas pas néfaste. Donc du coup, j'ai jamais travaillé, dans l'industrie. Et donc j'ai fait, mon stage en tant que chargée d'affaires en géothermie pour, une petite entreprise qui installe des systèmes de géothermie de surface, donc dans la région, toulousaine. Et donc voilà, mon stage s'est bien passé, mais à l'issue, de celui-ci, je me voyais quand même pas poursuivre, au sein de l'entreprise. Enfin, je savais pas trop exactement pourquoi, mais enfin, c'était le travail était quand même assez intéressant, mais c'était, enfin, on travaillait vraiment sur, des bâtiments précis à chaque fois. Il y avait une partie de suivi, mais je pense que pour moi, ça restait quand même à trop petite échelle peut-être. Et donc voilà, enfin donc j'ai décidé que enfin je voulais pas forcément rester dans l'entreprise. Et surtout à ce moment-là, j'étais, complètement perdue aussi, enfin un peu en crise existentielle. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire après, donc après mes études, après ma remise des diplômes. Donc j'ai décidé de faire, bah, comme Romain, une pause, professionnelle. Donc j'ai pris une année pour moi, une année sabbatique pour voyager, pour réfléchir à ce que je voulais faire, pour, me laisser le temps, l'opportunité de rencontrer des personnes, vraiment prendre le temps de faire des recherches. Et donc c'est pendant cette année de pause que, donc sur LinkedIn, je suis tombée sur l'ENOV et donc sur les posts de Vincent qui présentait donc, l'ENOV et donc plus particulièrement le master et donc aussi, bah, les enjeux, associés. Et là, je me suis dit: «Bon, enfin l'énergie, ça quand même, c'est quelque chose qui m'intéresse globalement». Et bon, j'ai quand même envie d'avoir un métier à impact, mais pour autant, je me sens pas prête de, rentrer tout de suite dans le monde de pro, enfin entièrement, ou enfin en CDD ou en CDI. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé, bah, de candidater. Donc j'ai été acceptée. Et donc voilà, donc 1 an, j'ai effectué mon alternance dans une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, de conseiller en efficacité énergétique.
Et donc, à la fin de cette année d'alternance, enfin, des deux côtés, en fait, moi, je me suis rendu compte que le monde du conseil, c'était pas vraiment fait pour moi. Et donc, j'ai décidé de reprendre une petite pause de quelques mois et aussi de chercher un poste dans la fonction publique. Donc là, il s'avère que je suis tombée sur une offre du département de la Seine-Saint-Denis. Et, donc voilà, je travaille dans la fonction publique territoriale depuis janvier de cette année, depuis le 2 janvier. Et donc voilà, en termes d'environnement, de cadre, c'est ce qui me convient en tout cas. Donc voilà. Vous êtes c'est vraiment la génération qui prend des pauses, c'est assez cool. Et prenez des pauses, c'est important. Là, on est jeune, il faut en profiter pour réfléchir, c'est hyper important. Non, mais du coup, c'est reculer finalement pour après prendre une meilleure décision et être voilà, bien éclairé. Et je me rappelle qu'on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Et maintenant, moi, je voudrais poser une question, c'est comment est-ce que du coup tu t'es senti dans les premières semaines de ton poste? Qu'est-ce que tu savais faire que tu ne savais pas faire, que tu n'aurais pas su faire si tu n'avais pas fait le master en terre à terre? Dans un premier temps, le premier jour et les premières semaines, en fait, ce qui était hyper bien, c'est que je me suis sentie vraiment très rapidement en confiance. Et ça s'était aussi produit pendant l'entretien que j'avais passé donc avec les différents, mes futurs supérieurs là, au sein du département. Les questions qu'ils m'avaient posées, c'était vraiment ciblé sur ce qu'on avait appris à l'ENOV, donc ça faisait vraiment écho à pas mal de cours. Donc du coup, là, pendant les premières semaines, en fait, quand on me lançait sur un sujet et tout, j'avais l'impression, je les ai pris en main assez rapidement, notamment quand il a fallu utiliser le système de management de l'énergie, le SIFLUT qu'on utilise au sein du département. En fait, on l'avait déjà vu en cours, donc du coup, j'étais déjà assez à l'aise pour l'utiliser. Et ensuite, vraiment, tout ce qui était prise en compte des enjeux réglementaires, donc liés à la réduction des consommations d'énergie et aussi tout ce qui est engagement énergétique de la part des exploitants. Ça, c'était vraiment des choses qu'on avait vues. Donc, on va dire c'était une prise en main quand même très rapide et donc j'étais vraiment à l'aise. Et donc, on va dire que ça, j'aurais pas pu, pour un poste équivalent, si j'avais pas fait le master, je pense que j'aurais pas été dans cette position vraiment de confort et de sachante. Ok. Ouais, merci pour ce témoignage. Je vous propose qu'on avance quand même parce que je vois l'heure qui tourne et je vous avais promis que ce serait qu'une trentaine de minutes, mais en fait, on a fait à peu près. On n'est pas totalement au bout, quoi. Du coup, on vous propose quand même 3 sujets de discussion qui me semblent assez intéressants. Le premier, ça serait plutôt autour voilà, c'est une idée reçue qui dirait que ceux qui font un master spécialisé sont ceux qui n'ont pas réussi à trouver de job. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Romain, parce que par exemple, c'est des choses que tu entends parfois, et je crois que en fait, tous les deux, enfin, toi, tu es un bon exemple puisque tu avais trouvé un job. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Ouais, je pense que, il y a des personnes qui pourraient se sentir concernées par cette phrase, mais et d'autres non, comme moi. Parce que, je pense qu'aujourd'hui, un master, c'est vraiment, un moyen d'élargir son panel de compétences et non pas un choix par défaut parce qu'on n'a pas trouvé de job. Dans mon cas, c'était vraiment ce décalage entre mes attentes et ce que proposaient, différentes, boîtes avec qui, je m'étais entretenu ou alors même à la fin de mon expérience chez Total Energy. Donc, pour moi, c'est vraiment, un moyen de s'élargir, en termes d'horizon, mais pas un choix par défaut, loin de là. Moi, de mon côté, je pense que je serais d'accord avec cette phrase si on rajoutait à la fin, si on la transformait en disant un master spécialisé, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé le job qui leur correspond. À la limite, Voilà. je le ferais comme ça parce que, en fait, quand je regarde un peu vos deux parcours, vous aviez des opportunités pour travailler et en fait, vous ne les avez pas saisies
pourquoi d'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui ne vous convenait pas et qu'est-ce qui vous convient mieux dans votre job actuel, dans vos positions actuelles? C'était quoi qui vous convenait pas? Peut-être toi, Romain. Moi, j'avais vraiment besoin de regagner en légitimité, de regagner en confiance sur, mes compétences et de les monter, on va dire dans un cadre, comme, comme un master spécialisé. Parce qu'en soi, oui, c'est possible de monter en compétences, au sein d'une entreprise, mais ça va être totalement différent et souvent on est dans le flux du travail, donc on va pas se pour moi, j'avais besoin de me construire une bonne base, reconstruire une bonne base, structurante Ok. d'offre de master. Oui, parce qu'en fait, tous, enfin, j'ai le sentiment que cette génération, elle cherche à aller vers des jobs en même temps à responsabilité, parce que vous avez envie de faire un job qui est relativement actif, et aussi des jobs qui ont un impact réel que vous devez, enfin, vous devez de mesurer. Euh, et là, c'est un clin d'œil à Manon, parce que je sais que tu t'es posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait, pour avoir un maximum d'impact, l'idée, c'est d'avoir aussi un maximum de compétences. Et donc, le fait de faire un master spécialisé, ça permet de faire un jump en termes de compétences applicables. Donc, en soi, euh, oui, on peut trouver un job sans master, mais on ne trouvera pas le même job, voilà, si on effectue un master spécialisé. Voilà. Et la réflexion numéro 2, ça serait voilà, quelque chose qui une phrase aussi, une idée reçue qui nous dit qu'un master spécialisé, ben, ça ferme les portes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un master spécialisé, il faut qu'on aille nécessairement dans ce secteur-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Manon, de cette phrase-là? Bah, je suis pas d'accord puisque, au niveau du master, en tout cas de l'ENOF, on aperçoit, on en trouve en fait, des compétences qui sont enfin, à la fois du savoir-faire et du savoir-être et donc les compétences, donc savoir-être, on va dire, enfin, gestion de projet, enfin, tout ce qu'on appelle compétences douces, en fait, c'est des compétences qui sont quand même très transversales et et donc bah, qui peuvent s'appliquer comme ça à d'autres secteurs. Donc si à un moment, même pendant, le master, on s'aperçoit qu'en fait, bon, on n'est pas tout à fait dans le bon secteur, il y aura toujours des bonnes choses à en tirer et en aucun cas ça fermera des portes. Je tiens à dire aussi quand même qu'une année d'études, surtout sur un master comme ça, c'est quelque chose qui est assez exigeant, qui demande quand même beaucoup d'implication et qui fait mûrir. Et dans tous les cas, on ne ressort pas exactement la même personne que ce qu'on était 12 mois ou 13 mois avant. Donc nécessairement, on a évolué, on a aussi mieux compris ce qu'on souhaitait faire. Et nécessairement, donc, tout ce qu'on a appris, comme tu disais, c'est réutilisable dans d'autres secteurs. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que même si un master est spécialisé, les débouchés sont toujours beaucoup plus larges que ce qu'on avait en tête. Il y a beaucoup de candidats qui arrivent avec une volonté de travailler d'abord dans un secteur hyper précis et hyper niche. Et puis quand on commence à découvrir le sujet et quand elle rentre en entreprise, eh ben, on se rend compte que voilà, c'est pas toujours aussi évident et que l'idée qu'on avait au début débouche sur quelque chose d'autre. Et j'ai même des étudiants qui ont terminé le master en se disant, voilà, je vais partir je vais candidater plutôt sur des métiers dans l'IMO ou dans l'immobilier ou voilà, dans des filières qui sont connexes, mais qui ont un lien avec l'énergie, mais qui ne sont pas directement celles-là. Alors après, c'est sûr que si vous faites un master spécialisé en efficacité énergétique et que vous allez partir en comptabilité, alors ça ne fermera pas des portes, mais il va falloir faire un deuxième master, ça c'est sûr. Et justement, ça fait la transition avec le troisième. On disait que la transition énergétique, souvent, moi quand j'ai des personnes qui rentrent en entretien ou qui viennent prendre de l'information, elles associent énormément ce terme transition énergétique à la production d'énergie avec notamment les énergies renouvelables. Je crois comprendre que vous connaissez bien le secteur de la transition énergétique. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler du reste, c'est-à-dire des autres métiers qui peuvent exister dans la transition énergétique et pas uniquement la production? Peut-être, je ne sais pas, Romain, si tu veux en parler. Oui, bah, comme on l'a vu au début de la présentation,
on peut, on peut scinder en 3 parties, on va dire, tout le secteur de l'énergie et la transition énergétique. Certes, elle est appliquée, dans la partie production où là, on va voir ces éoliennes, ces panneaux solaires qui sont un peu à l'image, on va dire, du grand public, de la transition énergétique. Mais il y a aussi cette partie, distribution et consommation où là aussi, on a de grands enjeux. La transition énergétique, c'est un peu aussi c'est pas produire de nouvelles énergies, c'est aussi optimiser, améliorer, l'existant, ce dont tout le monde utilise aujourd'hui et donc c'est là aussi où on va avoir un énorme impact donc sur la par exemple, la rénovation de bâtiments, l'optimisation de systèmes existants, donc les chauffages, climatisation comme vous connaissez et aussi toute cette partie, pilotage et management de l'énergie, qui est très important et là, on peut avoir des gains, heu, plutôt considérables. Ouais, puis franchement, c'est assez large quand on y réfléchit. On a les producteurs de solutions, ceux qui conçoivent et qui produisent les solutions. On a ceux qui les installent, ceux qui les exploitent. On a ceux qui, du coup, cherchent à les améliorer, on a la partie production, on a la partie distribution, on a la partie consommation sur laquelle on se concentre. Et même quand on est dans la partie consommation, on peut aller sur la partie résidentielle, tertiaire, industrielle. Donc, en fait, l'énergie, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est une filière très très large et donc c'est souvent l'associé aux énergies renouvelables parce que j'imagine, phénomène aussi de mode et de sémantique. Mais en fait, c'est beaucoup beaucoup plus large et le fait de mettre un premier pied dans un premier job, ça permet parfois de faire un grand voyage et d'avoir plein de nouveaux jobs qui peuvent s'offrir à nous. Je pense notamment à un ancien de l'Enov qui avait commencé chez Engie sur un poste qui lui convenait pas à 100% et qui rapidement a évolué vers d'autres emplois en étant sérieux et en s'investissant. Et du coup, qui finit ingénieur d'exploitation après quelques mois. Donc voilà, ça va vite, il y a beaucoup d'opportunités et surtout, ça ne se cantonne pas uniquement à un secteur. Bon, bah, merci pour ces points-là. Je vous propose qu'on passe à la présentation du master et de son contenu. C'est une présentation qui va durer à peu près 5 minutes. Voilà, pour conclure sur tout ce qu'on a dit autour des opportunités professionnelles, nous, ce qu'on propose avec le master, c'est d'essayer d'aller au maximum vers l'employabilité, vers l'emploi. On y reviendra, mais on a plus de 90% de nos étudiants qui sont en poste après 6 mois. Donc, c'est quand même très positif. C'est un parcours, donc le master, c'est un parcours qui est accessible à partir de Bac+4, qui va durer 13 mois, qui va se faire en partenariat soit avec une entreprise qui est partenaire de l'Enov, soit une entreprise que vous avez, vous, trouvée, et qui, du coup, va aller d'un côté sur la partie énergétique et de l'autre côté sur la partie digitale. Et du coup, si on développe un petit peu, on a d'un côté, comme vous l'avez dit tous les deux, on est revenu sur cette partie-là. D'un côté, on a le savoir technique, donc on va dire tout l'état de l'art de comment est-ce qu'on optimise l'énergie dans le bâtiment. Et de l'autre côté, oui, il est essentiel d'introduire cette notion de savoir-être dans les cours. Donc, vous êtes d'un côté suivi par une coach professionnelle qui vient du premier à la dernière semaine, qui vous suit dans votre évolution et qui vous permet de travailler des sujets comme votre prise de parole, la communication et bien d'autres sujets assez transverses. Et on travaille aussi la partie gestion de projet et comment être le plus à l'aise en entreprise avec les gens avec qui on peut travailler. Et puis, ce master, c'est aussi une expérience humaine puisqu'on travaille avec beaucoup de personnes en même temps. Donc, ça fait énormément grandir sur la partie professionnelle. Donc, si on développe un peu sur le savoir-faire, on a une intro à la transition énergétique pour remettre les bases, pour qu'on parle tous le même langage et qu'on comprenne tous les mêmes enjeux. Quand on parle d'énergie dans les bâtiments, c'est tous les usages énergétiques qu'on va aller chercher à optimiser dans les bâtiments. Le digital, c'est toute la couche qui va permettre de faire de l'automatisme dans les bâtiments et surtout de le piloter à distance. Donc, c'est toute la couche d'intelligence du bâtiment. Le module logiciel regroupe plusieurs choses. On a des logiciels de simulation thermique, d'autres de systèmes de management de l'énergie. On revoit aussi certaines bases. On fait aussi un petit peu de photovoltaïque, des logiciels de dimensionnement là-dedans.
Et le module réglementaire, lui, il est vraiment essentiel, puisque c'est ce qui fait que la filière aujourd'hui, elle marche énormément. Donc, on vient dégrossir les réglementations pour que vous les compreniez bien. Et puis, dans la partie savoir-être, là, on a les compétences douces, comme évoqué précédemment. On s'intéresse à comment accompagner les organisations vers la réduction de consommation. Et on s'intéresse également à la partie commerciale, puisque elle fait quand même partie des compétences à mobiliser dans certains métiers de l'énergie. Donc, c'est important de les connaître et enfin les contrats du bâtiment pour comprendre comment est-ce que ça s'articule. Voilà. Donc, c'est un ensemble assez complémentaire entre deux piliers. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est... Enfin, nous, on en est convaincus. Bon, je sais que ça peut être un peu complexe à certains moments pour les étudiants, mais il y a toujours un projet qui est en cours au sein de l'année. Comme on peut le voir en bas, on a une semaine de cours qui se conclut avec la présentation d'un projet de groupe qu'on va réaliser en 3 semaines et qu'on va soutenir le lundi matin. Donc là, il y en a que 8. On ne les a pas tous affichés, mais chaque semaine, voilà, on a un projet qui démarre et chaque lundi matin, on se retrouve pour débriefer sur le projet qui a été réalisé par chacun des groupes. Et voilà, ça permet de regarder qu'est-ce que les autres groupes ont fait, comment est-ce qu'ils ont abordé le sujet et qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on aurait pu enrichir. Voilà, donc l'application par les projets à chaque semaine permet vraiment d'ancrer les connaissances et du coup d'un peu mieux connaître. Et puis voilà, c'est ce que tu disais aussi Manon, quand on démarre en entreprise, c'est toujours bien d'avoir fait. Comme ça, après, on prend les sujets les uns après les autres et assez facilement. Voilà. Et quelques chiffres sur le master. Alors voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, on a 92% d'insertion à 6 mois. Beaucoup d'étudiants qui ont trouvé leur job et on s'en réjouit. Alors certains, c'est grâce à notre réseau, d'autres, c'est avec leur réseau personnel. Tout le monde ne réussit pas le master. On a parfois des étudiants qui malheureusement arrêtent en cours ou alors ne réussissent pas leur examen de fin d'études. Ça peut arriver, même si c'est quand même assez rare. Le salaire en sortie, en package, c'est-à-dire plus fixe, on retrouve sur des salaires à 46 000 euros brut annuel, sachant que voilà, ça dépend aussi de beaucoup de choses comme la région, le secteur que vous allez choisir, l'expérience que vous avez déjà avant d'entrer dans le master. Voilà, ça peut varier selon beaucoup de choses. Et puis, une dernière stat que j'aime beaucoup, c'est de dire qu'en ce moment, on a 60 offres d'alternance qui sont ouvertes dans notre pipe, c'est-à-dire qu'on est en relation avec des entreprises qui, au total, proposent une 60aine d'offres. Et du coup, on recherche activement des profils qui seraient susceptibles d'aller travailler dans ces entreprises-là. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller travailler dans l'efficacité énergétique, sachez qu'on a beaucoup d'offres qui sont ouvertes en ce moment. Et on est prêt à vous mettre en relation pour intégrer, on l'espère durablement, la filière. Voilà, et puis ça fait le lien avec ce que je disais précédemment. Ça, c'est un exemple de toutes les entreprises avec lesquelles on travaille et qui nous permettent d'être proche du besoin et aussi d'avoir un recrutement assez bon de nos alumni. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a dépassé un petit peu. J'avoue, on a fait 45 minutes au lieu de 30 minutes. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter arrêter le partage. Je vois que j'ai quelques questions qui ont été posées. Alors, j'ai Hugo qui nous demande: j'ai cru comprendre que le Master TED était réparti sur 500 heures sur une année, dispensé sur 500 heures réparties sur une année. Combien d'heures de cours cela représente-t-il par jour ou par semaine? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ça signifie que vous êtes sur un format 35 heures. Et ça va sur la même chose en cours. Ça fait 7 heures par jour, sachant qu'on a adapté le programme pour commencer un peu plus tard le lundi, à 10 heures, et qu'on finit un peu plus tôt le vendredi, ce qui permet de partir en week-end un peu plus tôt et pouvoir rentrer chez soi si on n'habite pas en région parisienne. Après combien de temps en sortie de l'ENOV, les élèves trouvent-ils leur premier emploi? Peut-être que je vais peut-être te poser la question, Manon. C'est peut-être un bon exemple. Après combien de temps après l'ENOV, tu as trouvé ton emploi? J'avais pas fini les 9 que j'avais déjà passé, les entretiens et qu'on m'avait, proposé du coup l'offre. Donc, on va dire que c'était peut-être 1 mois, un peu moins d'1 mois avant d'avoir fini les 9. OK. Et d'expérience, Charles, pour vous répondre,
ça varie, mais alors, beaucoup continuent dans leur alternance et c'est ce qu'on souhaite privilégier parce que c'est vrai que si on continue, ça veut dire que l'expérience était réussie. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé directement, généralement, ça prend 1 ou 2 mois pour trouver. Voilà. Et là, l'enquête qu'on a postée, c'était, il me semble que c'était 5 mois après la fin de l'école. Mais voilà, avant la fin, déjà, beaucoup ont des propositions d'embauche. Alors, les étudiants sont-ils accompagnés pour leur insertion sur le marché du travail après la formation? C'est une excellente question. Du coup, ça fait la transition. Il faut comprendre que intégrer l'Enov, c'est aussi intégrer un réseau, et ça, c'est quelque chose de réel. On a beaucoup d'exemples comme ça. Bien évidemment que les étudiants qui ont réussi le master, on leur fait toujours bénéficier de notre réseau, et puis on développe aussi ce réseau alumni qui permet d'interagir avec d'autres anciens. On a aussi un exemple d'un étudiant qui est rentré dans l'entreprise d'un autre étudiant. C'est-à-dire que Justine travaillait dans une boîte qui s'appelait Deas, et puis Benjamin a rejoint l'entreprise sur conseil de Justine. Donc ça crée voilà, un réseau qui permet du coup de mettre en commun des opportunités. Et donc oui, on vous accompagne. On vous met aussi en relation avec des chasseurs de tête. D'ailleurs, on devait avoir Mathis qui devait participer, mais aujourd'hui, malheureusement, il est pas disponible. Mais ça fait partie de notre rôle. Et j'ai envie de dire aussi que nous, également, on est objectivé là-dessus. On est objectivé là-dessus pour la simple et bonne raison que pour le renouvellement de nos diplômes, il faut qu'on ait des étudiants qui soient insérés dans le marché du travail. Donc réglementairement, finalement, plus on a d'insertion professionnelle, plus c'est bon pour notre école. Mais de toute façon, on veut aussi le meilleur pour nos étudiants, bien évidemment. Bonjour Karl, quelle différence entre l'expérience en consulting privé et le poste en fonction publique au regard de ce que le Master TED vous a apporté? Alors, je pense que c'est pour toi cette question, Manon. Alors, elle est un peu complexe. Quelle différence entre l'expérience en consulting et le poste en fonction publique par rapport au Master? Par rapport au master, je ne sais pas trop comment répondre, mais enfin, je peux déjà dire la différence, entre les 2, et ce qui, pour moi, fait que je suis plus épanouie dans mon travail, c'est vraiment l'enjeu de rentabilité où en fait, dans le privé et tout ça, on est toujours, poussé à aller vite, à faire, les choses bien, et donc parfois à brûler les étapes, ou moi, enfin, je sais que j'ai besoin de prendre du temps pour, bien comprendre les enjeux de ce qu'on me demande de faire, et donc là, justement dans la fonction publique, c'est le cas, et on n'a pas du tout des enjeux de rentabilité. Le but, c'est vraiment, de faire, fonctionner, et bien sûr, on a des contraintes, budgétaires et tout, mais c'est pas du tout la même pression qu'on met dans le privé. Donc moi, je pense que les principales différences, c'est ça, et qu'après, le master, enfin, en fait, enfin, ça dépend vraiment du profil de la personne, mais le master, il peut autant, enfin, il convient, on va dire, pour les 2 secteurs. Enfin, je sais pas, Vincent, si tu veux Oui, compléter, oui, bien sûr. C'est des vas-y. compétitions qui sont relativement comparables. Je pense qu'effectivement, je te rejoins quand tu dis que le consulting, c'est un peu plus voilà, cadré, un peu plus peut-être de pression, plus de rythme, différents clients. Donc voilà, pas la même manière de bosser. Là où quand on bosse dans la fonction publique, on va pas travailler avec les mêmes interlocuteurs. Ça va être un peu plus. Oui, Euh, c'est les délais sont parfois un peu aussi rallongés. Non pas que les enjeux soient pas aussi importants, mais on va dire que c'est peut-être. C'est pas la même manière de travailler. Voilà. Tout Ouais, ça. c'est ça. En fait, quand j'étais dans le consulting, donc on avait vraiment, enfin là, dans le conseil en efficacité énergétique, enfin, je travaillais pour des clients, donc il y avait tout le temps des échéances. Et là, la principale différence, c'est que c'est moi le client, c'est d'autres personnes qui, enfin, doivent me rendre des rapports. Et donc, en fait, j'utilise les compétences du master, enfin, ce que j'ai appris pour avoir un regard critique sur ce qu'on va me fournir. Alors qu'avant, j'étais plus du coup dans l'opposition. Donc, ouais, c'est pas le même rôle, quoi. Je pense qu'on a répondu à peu près à la question. La prochaine question, c'est une question encore d'Hugo. À quel niveau de rémunération peut-on prétendre après un master TED? Alors, on a répondu sur la moyenne du salaire, avec un package à 46 000 euros brut annuel. Néanmoins, ça va dépendre bien évidemment du secteur
Alors ça, c'est hors avantage, hein, mais ça va dépendre bien évidemment du secteur, de la géolocalisation, de plein de choses. Donc c'est compliqué de répondre directement à cette question-là. Des personnes qui ont vraiment très très peu d'expérience peuvent être un poil en dessous, et des personnes qui ont déjà 10 ans d'expérience vont pas, bien évidemment pas prétendre au même salaire. Donc voilà, difficile de répondre directement à cette question. Mais je pense qu'on a donné des ordres de grandeur. Puis enfin, la dernière question, c'est le master est-il accessible sans trop de difficultés pour des personnes en reconversion? Alors, le master, c'est une excellente question. Je pense que tous les deux, dans vos promos, il y a des personnes en reconversion professionnelle. Et effectivement, je dirais que les profils en reconversion, alors désolé pour tous les deux, mais c'est parfois aussi les profils les plus intéressants. Et parce qu'en fait, vous savez pourquoi vous faites ça. C'est un véritable projet professionnel en dehors de juste terminer ses études. Il y a parfois derrière des enjeux financiers importants et surtout une vraie réflexion, un projet qui a maturé depuis un moment. Donc, quand les personnes arrivent, elles arrivent avec une énergie dingue, il y a une envie de tout comprendre et de creuser chaque recoin de compétences, enfin, tout ce qu'on peut trouver. Donc, c'est hyper intéressant parce que quand on nous pose des questions et qu'on est enseignant, on sent que les personnes ne vont pas lâcher jusqu'à ce qu'elles n'aient pas exactement la réponse pour qu'elles aient bien compris. Et donc pour répondre, je dirais non. Ça dépend, ça va dépendre, ça va demander quand même un petit bagage et une motivation surtout. Mais à partir du moment où on a réussi l'examen d'entrée de l'ENOV, le parcours de reconversion est tout à fait possible. Et même on a d'excellentes histoires, très belles histoires de reconversion avec des personnes qui étaient, certaines qui étaient ingénieurs. Moi, j'ai des personnes qui avaient fait Sciences Po. On a des personnes qui avaient fait même Roman qui a fait de la philo. On avait différentes personnes. Et nous, on est convaincus qu'on n'a pas besoin forcément que d'ingénieurs pour aller travailler dans l'efficacité énergétique. Même si les recruteurs aiment bien les ingénieurs, ça fait beaucoup de bien d'avoir aussi d'autres types de profils pour enrichir tout ça. Voilà, je crois qu'on a... Ah ben non, on a encore une question de Samuel. Actuellement, en fin de Master BIM, j'aimerais comprendre comment le Master spécialisé TED de l'ENOV se positionne en complément du BIM et quelles compétences différenciantes permet-il d'acquérir dans le domaine du digital? Alors, c'est une excellente question et je suis très content qu'on la pose. Alors, le BIM, c'est quelque chose de très particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BIM, on parle de modélisation du digital du bâtiment, c'est-à-dire quand on est en phase de conception, on va construire en gros un jumeau numérique du bâtiment pour que quand le bâtiment est livré, eh ben, on puisse accéder à toutes les informations et le comprendre beaucoup plus facilement, ce bâtiment. Donc, c'est vraiment cette partie numérisation du bâtiment. Et nous, quand on parle de digital, on ne parle pas du tout de cette partie-là. C'est quelque chose de totalement complémentaire et totalement différent. Nous, on parle de comment optimiser les consommations d'un bâtiment à travers des systèmes digitaux. Donc, quand on parle de système digital, on va parler, euh, de sonde de température, on va parler d'automates, on va parler de on va dire d'abord de la couche terrain, donc tous les objets qui permettent d'actionner la régulation. Après, toute la couche de l'automatisme et enfin tout ce qui permet de piloter à distance. Donc vraiment, effectivement, on a une redondance sur la partie digitale, dans le sens où le BIM utilise le digital pour le bâtiment. Et de l'autre côté, dans ce qu'on fait nous, on utilise le digital aussi pour mieux piloter les bâtiments. Mais plutôt le BIM, il faut penser travaux et la digitalisation, tout ce qui est GTB et tout ce qui est système digitaux de pilotage dans les bâtiments, ben là, c'est plutôt phase d'exploitation et d'optimisation des bâtiments. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Samuel. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'examen d'entrée et les modalités pour postuler au master? Alors, pour postuler au master, c'est assez simple. Ça se passe sur le site internet. Il y a un formulaire où vous renseignez quelques informations sur vous et des documents pour qu'on comprenne votre parcours. Ça passe d'abord par un entretien préliminaire avec Jennifer, qui est responsable de cette mission. Donc, on échange d'une quinzaine de minutes pour comprendre votre projet et répondre aussi à vos questions. Et puis, l'examen, il se passe en deux parties. Une partie écrite qui dure 45 minutes où, globalement, on va regarder votre culture générale de l'environnement, on va dire. Une partie plutôt logique, une partie un petit peu calculatoire et une partie expression écrite. Donc, c'est quelque chose d'assez global, finalement, où on n'est pas obligé d'être ni expert en énergie, ni matheux, ni littéraire pour répondre, mais plutôt qui permet de s'exprimer sur ce qu'on sait faire le mieux. Et puis ensuite, il y a un entretien
Alors, si vous avez de la chance, vous tomberez avec moi. Si vous n'avez pas de chance, il y a d'autres personnes, mais j'espère qu'ils sont tout aussi sympas. Mais ça dure 45 minutes et là, pour le coup, on va mettre à plat votre projet. Alors, on va ouvrir sur un sujet qui sera un sujet de débat. Et puis, suite à cet échange-là, vous allez nous raconter votre parcours. Et puis, voilà. Pour nous, c'est important de rencontrer nos futurs étudiants et s'assurer qu'ils soient effectivement, on va dire, qui match bien, on va dire, avec l'état d'esprit du master et qui est derrière un vrai projet professionnel, parce que derrière, c'est à nos partenaires qu'on va vous présenter. Donc, on a bien évidemment envie de comprendre qui est-ce que vous êtes et si vous allez bien correspondre au profil qu'on recherche pour un projet de groupe. Voilà, je pense qu'on a répondu à tout. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Merci surtout à Romain et à Manon d'avoir partagé leur expérience. Merci à tous les deux. Et puis, si vous souhaitez prendre contact avec nous, je vais prendre juste une minute pour vous partager le lien qui est ici. Hop. Alors je vous envoie le lien pour un échange. Attendez une seconde. Hop. Moi, je vais devoir y aller, mais du coup, merci Voilà. et puis bonne chance, bon courage à ceux qui se cherchent un peu comme ça. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre des pauses et à vous poser vraiment sur votre sur ce que vous voulez réellement faire pour réfléchir. Merci Manon. Voilà, je vous ai mis un lien Au pour prendre revoir. directement avec l'équipe pour ceux qui le souhaitent. C'est un rendez-vous qui dure 15 minutes et qui permet de faire le point sur votre projet en posant les dernières questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ici. Et sinon, sur notre site internet, c'est assez facile si vous souhaitez candidater pour nous rencontrer. Voilà, donc merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà. Bonne journée à tous. Merci à tous, bon courage. Au revoir.